Au pavillon des fleurs, l'air semblait chargé d'une tension douce, presque imperceptible, comme si chaque regard échangé entre Morgane et Baptiste portait un poids que personne d'autre ne pouvait comprendre. Lorsqu'elle franchit le seuil, Morgane sentit immédiatement ce mélange de chaleur et d'inquiétude qui l'accompagnait désormais dès qu'elle se trouvait près de lui, consciente que leur relation devait rester cachée. Baptiste, de son côté, tenta de masquer son trouble derrière un sourire calme, mais son regard trahissait déjà l'attachement profond qu'il éprouvait pour elle. Il savait que chaque minute passée ensemble devenait précieuse, presque fragile, comme si le temps lui-même cherchait à les séparer. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher d'espérer que quelque chose, un jour, changerait. Ils évoquèrent rapidement leurs emplois du temps respectifs, réalisant avec une certaine amertume qu'ils ne pourraient pas se revoir avant plusieurs jours. Ce simple constat résonna comme une absence déjà présente, un manque qui s'installait avant même la séparation. Morgane détourna les yeux un instant, comme pour dissimuler la douleur qui montait en elle. Pendant ce temps, Baptiste tenta de plaisanter, cherchant à alléger l'atmosphère, mais ses mots semblaient flotter sans vraiment atteindre leur cible. Il savait que leur situation ne pouvait pas rester ainsi éternellement, et pourtant, il n'était pas prêt à renoncer à ce lien qui venait de naître entre eux. C'est alors que Morgane quitta le pavillon, pressé par le temps, avec cette sensation persistante d'inachevé. Chaque pas qui l'éloignait de Baptiste renforçait l'impression qu'il vivait quelque chose d'intense mais de profondément instable, comme un équilibre fragile prêt à se rompre au moindre faux mouvement. Quelques minutes plus tard, au commissariat, Morgane arriva en retard, le souffle encore légèrement court, mais déjà prête à endosser son rôle habituel. Face à Stanislas, elle inventa sans hésiter une excuse liée à son footing, une banalité qui, en apparence, ne méritait aucune suspicion. Cependant, au fond d'elle, elle savait qu'elle venait de franchir une nouvelle limite. Mentir devenait nécessaire, presque automatique, et cette réalité l'inquiétait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle se demandait jusqu'où elle serait prête à aller pour protéger cette relation naissante. À ce moment-là, Baptiste fit irruption au commissariat pour lui rendre son portefeuille. Le geste semblait anodin, presque banal, mais la manière dont leurs regards se croisèrent en disait long sur ce qui les unissait désormais. Une tension silencieuse s'installa immédiatement dans la pièce. Stanislas, témoin de la scène, observa attentivement les deux jeunes gens. Il ne dit rien sur le moment, mais quelque chose dans leur attitude attira son attention. Ce n'était pas un simple échange, ni une coïncidence, mais plutôt une proximité qui ne trompait pas un regard averti. Dans le même temps, Morgane sentit une inquiétude grandir en elle. Elle comprit que leur secret n'était peut-être plus aussi sûr qu'elle l'avait imaginé. La présence de Stanislas, son regard, sa manière de rester silencieux, tout cela la mettait mal à l'aise. Pendant ce temps, dans un autre coin du commissariat, Steve s'entraînait pour le concours Mister Mistral, concentré mais visiblement tendu. Chaque mouvement qu'il répétait semblait trahir un manque de confiance qu'il ne parvenait pas à dissimuler, malgré ses efforts pour rester déterminé. Charlotte, présente à ses côtés, tentait de l'encourager, adoptant une posture à la fois bienveillante et rigoureuse. Elle corrigeait ses gestes, lui donnait des conseils, mais Steve semblait lutter davantage contre ses propres doutes que contre les exigences du concours lui-même. Dans le même temps, au pavillon des fleurs, Jules suivait un entraînement similaire avec Blanche. L'atmosphère y était différente, plus détendue en apparence, mais le résultat restait le même. Jules, malgré son énergie habituelle, semblait lui aussi vaciller face à la pression. Les deux amis, pourtant habitués à se soutenir, se retrouvaient désormais dans une situation étrange où la compétition venait perturber leur équilibre. Aucun des deux ne croyait réellement en ses chances de gagner, et cette absence de confiance créait une distance inattendue entre eux. À ce moment-là, chacun d'eux commença à envisager l'idée d'abandonner. Non pas par manque de volonté, mais par peur de l'échec, par crainte de ne pas être à la hauteur. Cette pensée, d'abord diffuse, devint progressivement une certitude silencieuse. Plus tard dans la journée, Steve et Jules se retrouvèrent face à Jawad pour lui annoncer qu'ils ne pourraient pas participer au concours. Leur discours était hésitant, maladroit, comme s'ils cherchaient eux-mêmes à se convaincre de leur décision. Mais très vite, la vérité finit par émerger. Ce n'était pas un empêchement extérieur qui les retenait, mais bien la peur. Le trac, cette sensation oppressante qui paralysait leurs élans, prenait le dessus sur leur motivation initiale. Jawad les observa un instant, puis tenta de les rassurer avec une sincérité désarmante. Il leur rappela leurs qualités, leur potentiel, leur capacité à briller s'ils acceptaient simplement de croire en eux-mêmes. Ces mots, bien que simples, semblaient porter une force inattendue. Pendant ce temps, à l'hôpital, une scène bien plus sombre se déroulait.
Ophélie, assise face à Ariane, semblait au bord du gouffre. Son regard était chargé de fatigue, mais aussi d'une détermination nouvelle, comme si elle avait enfin décidé de ne plus fuir. Dans un souffle, elle passa aux aveux. Elle raconta comment elle avait tenté de tuer Hugo, son ancien compagnon, décrivant avec précision chaque geste, chaque pensée qu'il avait guidée ce soir-là. Ces mots, froids et lucides, résonnèrent comme une confession irréversible. Elle expliqua qu'elle avait attendu qu'il s'endorme, qu'elle l'avait attaché, puis qu'elle avait tenté de l'étouffer avec un sac plastique. La violence de ses paroles contrastait avec son apparente fragilité, créant un malaise profond dans la pièce. Ariane, malgré son expérience, fut marquée par la sincérité de cette confession. Elle comprit immédiatement la gravité de la situation, mais aussi la complexité du dossier. Ophélie n'était pas simplement une suspecte, mais une femme prise dans un engrenage qui la dépassait. De retour au commissariat, Ariane informa Idriss de ses révélations. Les deux enquêteurs échangèrent un regard inquiet, conscients que cette affaire prenait une tournure de plus en plus dangereuse. Pour eux, une chose devenait évidente, Hugo était probablement toujours en vie. Ils en vinrent à la conclusion qu'il était peut-être revenu au Mistral avec un objectif précis, celui de récupérer l'argent volé au Kepler. Cette hypothèse ajoutait une nouvelle dimension à l'enquête, rendant chaque mouvement encore plus imprévisible. Pendant ce temps, Ophélie, laissée seule avec ses pensées, commença à mesurer les conséquences de ses aveux. Ce qui lui avait semblé être un acte de vérité devenait peu à peu une erreur potentiellement irréversible, une décision qu'elle pourrait regretter toute sa vie. Plus tard dans la journée, Vanessa entra en scène, informée de la situation. Son regard, d'abord dur, se fit plus calculateur à mesure qu'elle analysait les faits. Elle comprit immédiatement que sa fille venait de commettre une erreur stratégique majeure. Avec une froideur maîtrisée, elle lui expliqua qu'avouer un crime qui n'avait peut-être jamais été consommé pouvait se retourner contre elle. Le système judiciaire ne ferait pas preuve de compassion, et Ophélie risquait désormais une mise en examen. Face à ces mots, Ophélie sentit un vertige la gagner. Elle réalisa qu'elle s'était peut-être condamnée elle-même, croyant agir avec honnêteté. Une peur sourde s'installa en elle, renforcée par l'incertitude de ce qui allait suivre. Mais Vanessa, fidèle à elle-même, termina son discours par une promesse. Elle protégerait sa fille, coûte que coûte. Cette assurance, bien que rassurante en apparence, portait en elle une part d'ombre, laissant présager des décisions difficiles à venir. Dans le même temps, chez les Kepler, la tension monta d'un cran lorsque Vanessa reprocha à Ulysse son manque d'implication. Celui-ci, épuisé par les mensonges et les incertitudes, refusa dans un premier temps d'assurer la défense d'Ophélie. Il expliqua qu'il n'avait plus confiance en elle, qu'il craignait d'être manipulé une fois de plus. Ces paroles, dures mais sincères, révélèrent un conflit intérieur profond entre son devoir familial et ses convictions personnelles. Cependant, face à la pression et à la gravité de la situation, Ulysse finit par céder. Il accepta de défendre sa sœur, pleinement conscient des risques que cela impliquait, tant pour sa carrière que pour sa propre intégrité. Lorsqu'il annonça sa décision à Ophélie, il le fit avec une gravité inhabituelle. Il lui expliqua que son cas était extrêmement sérieux, que la justice ne prendrait pas à la légère une tentative de meurtre planifiée. Puis, dans un geste à la fois solennel et fragile, ils se serrèrent la main. Ce contact, simple en apparence, symbolisait un pacte, une alliance dans l'adversité, mais aussi une reconnaissance implicite de la gravité de la situation. Pendant ce temps, au Mistral, Aya confia à Thomas et à Charlie ce qu'elle venait d'apprendre. Sa voix tremblait légèrement, trahissant l'inquiétude qu'elle ressentait pour son amie. Elle exprimait aussi une forme de culpabilité. Elle regrettait de ne pas avoir été là pour Ophélie lorsqu'elle en avait besoin, de ne pas avoir vu les signes avant-coureurs. Ce sentiment de responsabilité la rongeait, renforçant son attachement à celle qu'elle considérait comme une sœur. Enfin, en soirée, alors que la ville semblait retrouver un semblant de calme, Thomas et Gabriel se promenaient dans les rues de Marseille. Leur complicité, leur tendresse, offraient un contraste saisissant avec les tensions de la journée. Mais cette parenthèse fut brutalement interrompue lorsqu'ils remarquèrent un sac poubelle abandonné au milieu de la route. Intrigués, ils s'en approchèrent, sans imaginer ce qu'ils allaient découvrir. En ouvrant le sac, ils furent saisis d'effroi. À l'intérieur se trouvait un cadavre. Le choc fut immédiat, violent, marquant le début d'une nouvelle énigme qui allait bouleverser l'équilibre déjà fragile du Mistral. Et à cet instant précis, une question s'imposa, lourde de conséquences, qui était la victime, et surtout, qui avait voulu la faire disparaître de cette manière? Dans le silence encore vibrant de cette découverte macabre,
Thomas et Gabriel restèrent figés quelques secondes, incapables de détourner le regard de ce qu'ils venaient de voir. Le sac entrouvert laissait apparaître une silhouette inerte, et une odeur métallique, presque imperceptible, commençait à s'échapper dans l'air tiède de la soirée. Gabriel fut le premier à reprendre ses esprits, son instinct de médecin prenant immédiatement le dessus sur la stupeur. Il s'approcha légèrement, sans toucher, observant la position du corps, la rigidité apparente, cherchant déjà à comprendre si la mort était récente ou non. Mais même pour lui, la violence de la scène était difficile à ignorer. Thomas, lui, recula d'un pas, la gorge serrée. Il venait de passer un moment intime, presque léger, et en quelques secondes, tout avait basculé dans une réalité beaucoup plus sombre. Ce contraste brutal le déstabilisait profondément, comme si le bonheur qu'il venait de ressentir n'avait été qu'une illusion fragile. Très vite, ils comprirent qu'ils devaient prévenir les autorités. Le téléphone trembla légèrement dans la main de Thomas lorsqu'il composa le numéro, tandis que Gabriel restait à distance, veillant à ce que rien ne soit altéré autour du sac. Chaque détail pouvait compter, et il le savait. Pendant ce temps, au commissariat, la nuit ne s'annonçait pas plus calme. Ariane, encore marquée par les aveux d'Ophélie, tentait de remettre de l'ordre dans ses pensées. L'affaire prenait une tournure de plus en plus complexe, mêlant tentative de meurtre, disparition et désormais, possiblement, un homicide. Lorsqu'elle reçut l'appel concernant la découverte du corps, son regard se durcit immédiatement. Une intuition désagréable s'imposa à elle, comme si tous les éléments commençaient à s'imbriquer dans un puzzle inquiétant. Elle échangea un regard rapide avec Idriss, qui comprit sans qu'elle ait besoin de parler. En route vers les lieux, Ariane ne pouvait s'empêcher de repenser aux mots d'Ophélie. Chaque détail de sa confession revenait en mémoire, et une question la hantait désormais. Et si ce corps avait un lien direct avec Hugo Basque? Dans le même temps, au pavillon des fleurs, Morgane tentait de reprendre le cours de sa journée, mais son esprit restait ailleurs. La scène au commissariat, le regard de Stanislas, la présence de Baptiste, tout cela continuait de tourner en boucle dans sa tête. Elle se surprit à revivre chaque instant, cherchant à identifier ce qui avait pu trahir leur secret. Était-ce leur manière de se regarder? Leur proximité? Ou simplement cette évidence qui finit toujours par se révéler malgré les efforts pour la dissimuler? Pendant ce temps, Baptiste, lui aussi, ressentait une forme d'inquiétude. Ce geste, venir lui rendre son portefeuille, lui avait semblé naturel sur le moment, mais il réalisait désormais qu'il avait peut-être commis une erreur. Il n'avait pas mesuré les conséquences possibles. Dans un moment de solitude, il repensa à son fils, à ses responsabilités, à la complexité de sa situation. Ce qu'il vivait avec Morgane était intense, sincère, mais aussi profondément compliqué. Et plus les jours passaient, plus il devenait difficile de concilier ces différentes facettes de sa vie. Au commissariat, Steve continuait de s'entraîner, mais son énergie semblait s'épuiser à mesure que la soirée avançait. Chaque geste devenait mécanique, presque dépourvu de conviction. Il ne se reconnaissait plus dans cet enthousiasme qu'il avait ressenti au début. Charlotte tenta une nouvelle fois de le motiver, lui rappelant ses progrès, ses qualités, mais Steve restait enfermé dans ses doutes. Il avait l'impression que le regard des autres pesait sur lui, qu'il ne serait jamais à la hauteur des attentes. Dans le même temps, Jules, de son côté, vivait une expérience similaire. Malgré les encouragements de Blanche, il ne parvenait pas à chasser cette peur qui l'envahissait. Ce n'était pas seulement la peur de perdre, mais celle d'être jugé, exposé, comparé. Lorsqu'ils se retrouvèrent un peu plus tard, les deux amis échangèrent un regard complice, mais chargé de fatigue. Aucun des deux n'avait besoin de parler pour comprendre ce que l'autre ressentait. Ils partageaient le même doute, la même envie de renoncer. Pendant ce temps, au domicile des Kepler, la tension restait palpable. Ophélie, assise dans le salon, semblait absente, comme si son esprit s'était détaché de la réalité. Les mots de Vanessa résonnaient encore dans sa tête, amplifiant son angoisse. Elle repensait à sa confession, à ce moment où elle avait décidé de tout dire. Sur le moment, cela lui avait semblé nécessaire, presque libérateur. Mais maintenant, elle voyait les choses différemment, consciente des conséquences possibles. Vanessa, de son côté, analysait la situation avec une froide lucidité. Elle savait que chaque décision devait être calculée, que la moindre erreur pouvait coûter cher. Protéger sa fille n'était pas seulement une question d'amour, mais aussi de stratégie. Elle se rapprocha d'Ophélie, adoptant un ton plus doux, presque rassurant. Mais derrière cette apparente bienveillance, son esprit travaillait déjà à anticiper les prochaines étapes, à identifier les failles du système qu'elle pourrait exploiter. Dans le même temps, Ulysse se trouvait seul dans son bureau, plongé dans ses pensées. Il venait d'accepter un rôle qu'il avait d'abord refusé,
et cette décision le pesait déjà. Défendre sa sœur signifiait s'engager dans une bataille juridique complexe et risquée. Il se remémora les paroles qu'il lui avait adressées, cette mise en garde sur la gravité de son acte. Il ne pouvait pas ignorer les faits, ni les minimiser. Son rôle serait de défendre, certes, mais aussi de faire face à une vérité difficile. Au Mistral, l'atmosphère était plus animée, mais pas moins tendue. Aya, encore bouleversée par ce qu'elle avait appris, observait les clients avec un regard distrait. Chaque rire, chaque conversation lui semblait presque irréelle face à ce qu'elle savait. Elle se reprochait de ne pas avoir vu la détresse d'Ophélie, de ne pas avoir su l'aider à temps. Ce sentiment de culpabilité la rongeait, renforçant son besoin de comprendre, de réparer, même si elle ne savait pas comment s'y prendre. Thomas et Gabriel, de leur côté, attendaient l'arrivée de la police, encore sous le choc de leur découverte. Le temps semblait suspendu, chaque seconde s'étirant dans une attente lourde de tension. Lorsque les sirènes retentirent enfin au loin, un mélange de soulagement et d'appréhension les envahit. Ils savaient que ce moment marquait le début d'une enquête, d'une plongée dans une vérité qui risquait d'être bien plus sombre qu'ils ne l'imaginaient. À ce moment-là, Ariane arriva sur les lieux, accompagnée d'Idriss. Son regard se posa immédiatement sur le sac, puis sur Thomas et Gabriel. Elle comprit à leur expression que ce qu'ils avaient découvert n'était pas anodin. Sans perdre de temps, elle donna les premières instructions, sécurisant la zone, appelant les équipes techniques. Chaque geste était précis, méthodique, mais son esprit continuait de faire des liens, de chercher une cohérence dans cette accumulation d'événements. Lorsque le sac fut ouvert devant elle, son visage resta impassible, mais une tension subtile parcourut ses traits. Le corps était bien réel, et avec lui, la certitude que l'affaire Ophélie venait de prendre une dimension nouvelle. Dans le même temps, Idriss observa la scène avec attention, notant chaque détail. Il savait que la moindre information pouvait faire basculer l'enquête, et il se préparait déjà à analyser les premiers éléments. Ariane, quant à elle, sentit une intuition se renforcer. Tout cela n'était pas une coïncidence. Quelque chose reliait ces événements, et elle était déterminée à le découvrir. Pendant ce temps, à quelques rues de là, la ville continuait de vivre, inconsciente du drame qui venait de se produire. Les lumières, les voix, les mouvements formaient un contraste saisissant avec la scène figée autour du sac. Et dans cette opposition entre normalité et chaos, une certitude s'imposait peu à peu, rien ne serait plus comme avant. À ce moment-là, la scène autour du corps découvert semblait figée dans une tension presque irréelle, comme si le temps lui-même refusait d'avancer avant que la vérité ne commence à émerger. Ariane observait en silence, laissant les techniciens de la police scientifique prendre le relais, consciente que chaque détail pouvait devenir une pièce essentielle du puzzle. Les lumières froides des projecteurs illuminaient désormais la rue, révélant avec une précision presque cruelle les contours du sac et de ce qu'il contenait. Thomas, resté en retrait, avait du mal à détacher son regard de cette image, comme si son esprit refusait encore d'accepter la réalité. Gabriel, quant à lui, tentait de garder une posture rationnelle, mais son regard trahissait une inquiétude grandissante. Il savait que cette découverte n'était pas anodine, qu'elle allait forcément bouleverser l'équilibre fragile déjà mis à mal par les événements récents. Lorsque les techniciens commencèrent à examiner le corps, Ariane s'approcha légèrement, attentive à la moindre observation. Elle ne disait rien, mais son esprit travaillait intensément, reliant les éléments entre eux avec une précision méthodique. Dans le même temps, Idriss échangea quelques mots avec les agents présents, cherchant à comprendre dans quelles conditions le sac avait été découvert. Chaque témoignage, même le plus insignifiant en apparence, pouvait révéler une information capitale. Pendant ce temps, Thomas tenta de raconter la scène, sa voix légèrement tremblante. Il expliqua comment ils avaient remarqué le sac, leur hésitation, puis cette décision de s'approcher malgré tout. En parlant, il revivait chaque instant, chaque détail, avec une intensité qui le troublait profondément. Ariane l'écouta attentivement, sans l'interrompre, consciente que ce type de témoignage devait être recueilli avec précision. Elle nota mentalement les éléments importants, tout en gardant en tête cette intuition persistante qui ne cessait de la hanter. Dans le même temps, au commissariat, l'ambiance avait changé. La nouvelle de la découverte d'un corps commençait à circuler, suscitant des réactions mêlées de curiosité et d'inquiétude. Certains tentaient de rester concentrés sur leurs tâches, mais l'attention générale semblait inévitablement attirée par cette affaire. Morgane, en particulier, sentit un frisson la parcourir lorsqu'elle entendit parler de ce cadavre retrouvé dans la rue. Sans savoir pourquoi, elle eut immédiatement le sentiment que cela pouvait être lié à tout ce qui se passait autour d'Ophélie.
Elle tenta de se raisonner, de se dire qu'il ne s'agissait peut-être que d'une coïncidence, mais une part d'elle refusait d'y croire. Trop d'événements s'enchaînaient, trop de tensions s'accumulaient pour que tout cela soit simplement le fruit du hasard. Pendant ce temps, Stanislas observait discrètement Morgane. Son attention, déjà éveillée plus tôt dans la journée, semblait désormais renforcée par les circonstances. Il ne posait pas de questions, mais son regard analysait chaque réaction. Morgane, consciente de cette présence, se sentit mal à l'aise. Elle avait l'impression d'être observée, jugée, peut-être même devinée. Cette sensation renforçait son anxiété, l'obligeant à redoubler de vigilance dans ses gestes et ses paroles. Dans le même temps, Baptiste, de son côté, ignorait encore la découverte du corps, mais son esprit restait agité. Il repensait sans cesse à Morgane, à leur échange, à ce regard qu'ils avaient partagé sous les yeux de Stanislas. Il sentait que quelque chose avait changé, que leur secret devenait de plus en plus difficile à préserver. Et cette idée, loin de le rassurer, alimentait une inquiétude sourde qui ne cessait de grandir. Au pavillon des fleurs, Jules et Steve se retrouvèrent une nouvelle fois face à leur dilemme. Le concours Mister Mistral approchait et leur décision restait en suspens. Aucun des deux ne parvenait à se positionner clairement. Leur discussion, d'abord légère, prit rapidement une tournure plus sérieuse. Ils évoquèrent leurs peurs, leurs doutes, cette impression de ne pas être à la hauteur. Chacun se reconnaissait dans les mots de l'autre, comme dans un miroir. Blanche, présente non loin, observa la scène avec attention. Elle comprenait ce qu'ils traversaient, cette peur de se confronter au regard des autres, de se mettre en danger. Mais elle savait aussi que fuir ne ferait qu'amplifier ce sentiment. Elle intervint avec douceur, leur rappelant que le plus important n'était pas de gagner, mais d'oser. Ces mots, simples mais sincères, semblèrent toucher quelque chose en eux, même s'ils n'étaient pas encore prêts à l'admettre. Pendant ce temps, Charlotte, au commissariat, tenait un discours similaire à Steve. Elle insistait sur ses capacités, sur son potentiel, cherchant à lui redonner confiance. Mais Steve restait enfermé dans ses pensées, comme prisonnier de ses propres limites. Dans le même temps, au domicile des Kepler, l'atmosphère devenait de plus en plus pesante. Ophélie, seule dans sa chambre, se retrouvait face à elle-même, confrontée à ses choix, à ses erreurs, à ses peurs. Elle repensait à Hugo, à cette nuit où tout avait basculé. Les images revenaient par fragments, parfois floues, parfois d'une précision insoutenable. Elle se demandait comment elle avait pu en arriver là, comment elle avait pu franchir cette limite. Vanessa, de son côté, ne la quittait pas vraiment des yeux, même à distance. Elle surveillait, anticipait, calculait. Chaque mouvement d'Ophélie était pour elle un indicateur, un élément à prendre en compte dans la stratégie qu'elle mettait en place. Dans le même temps, Ulysse commençait à étudier le dossier, prenant connaissance des éléments disponibles. Plus il avançait, plus il réalisait la complexité de la situation. Défendre sa sœur allait être un véritable défi. Il savait que la moindre incohérence, le moindre mensonge, pouvait se retourner contre eux. Et malgré son engagement, il ne pouvait s'empêcher de douter, de se demander jusqu'où Ophélie lui avait réellement dit la vérité. Pendant ce temps, au Mistral, Aya continuait de travailler, mais son esprit restait ailleurs. Elle repensait à Ophélie, à leurs échanges passés, à tout ce qu'elle n'avait pas vu. Ce sentiment de culpabilité ne la quittait plus. Charlie, attentive, tenta de la rassurer, lui expliquant qu'elle ne pouvait pas tout prévoir, qu'elle n'était pas responsable des choix des autres. Mais Aya avait du mal à accepter cette idée. Dans le même temps, Thomas et Gabriel furent invités à donner leur déposition. Face à Ariane, ils racontèrent une nouvelle fois ce qu'ils avaient vu, chaque détail étant consigné avec précision. Ariane les écouta avec une attention particulière, cherchant à détecter la moindre incohérence, le moindre élément qui pourrait éclairer l'enquête. Mais pour l'instant, tout restait flou, incertain. Lorsque les premiers éléments de l'examen du corps furent communiqués, une tension supplémentaire s'installa. L'identité de la victime n'était pas encore confirmée, mais certains indices laissaient penser qu'il s'agissait d'un homme. À cet instant, Ariane sentit son intuition se renforcer. Le lien avec Hugo Basque devenait de plus en plus plausible, même si rien ne permettait encore de l'affirmer avec certitude. Dans le même temps, Idriss partagea cette hypothèse, soulignant les similitudes entre la situation décrite par Ophélie et la manière dont le corps avait été retrouvé. Cette concordance ne pouvait être ignorée. Mais Ariane resta prudente. Elle savait que les apparences pouvaient être trompeuses, que l'enquête devait suivre son cours sans précipitation. Pourtant, au fond d'elle, une conviction commençait à s'installer. Pendant ce temps, la nuit avançait, enveloppant la ville d'un calme trompeur.
Derrière les fenêtres éclairées, chacun poursuivait sa vie, ignorant les événements qui se jouaient à quelques rues de là. Et dans cette obscurité, une vérité se dessinait lentement, prête à émerger, à bouleverser toutes les certitudes. Dans le même temps, au commissariat, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde, comme si chaque information qui remontait de la scène de crime venait renforcer une tension déjà palpable. Ariane, de retour après les premières constatations, s'installa à son bureau avec une détermination froide, prête à structurer les éléments de cette affaire qui prenait une ampleur inquiétante. Elle relut rapidement ses notes, s'attardant sur certains détails qui lui semblaient particulièrement troublants. La manière dont le corps avait été abandonné, le choix du lieu, l'absence apparente de précaution. Tout cela ne correspondait pas à un acte improvisé. Au contraire, cela suggérait une mise en scène, un message laissé volontairement. Idriss, assis non loin, partageait cette analyse. Il évoqua l'idée que le corps ait été déplacé après la mort, ce qui expliquerait certaines incohérences relevées sur place. Cette hypothèse, si elle se confirmait, ouvrirait de nouvelles pistes et compliquerait encore davantage l'enquête. À ce moment-là, Ariane pensa immédiatement à Ophélie. Son aveu, bien qu'incomplet, contenait des éléments qui ne pouvaient être ignorés. Elle avait parlé d'une tentative de meurtre, d'un corps laissé inconscient. Mais rien ne permettait encore de dire ce qu'il était advenu ensuite. Dans le même temps, Morgane, restée en retrait, observait les échanges sans intervenir. Elle sentait que l'affaire prenait une dimension qu'elle n'était pas prête à affronter. Et pourtant, en tant que membre du commissariat, elle savait qu'elle ne pourrait pas rester à l'écart bien longtemps. Son esprit oscillait entre ses préoccupations personnelles et la gravité de la situation. Le secret qu'elle partageait avec Baptiste lui semblait soudain dérisoire face à ce drame, mais il n'en restait pas moins une source d'angoisse constante. Pendant ce temps, Stanislas, fidèle à lui-même, gardait une posture calme et réfléchie. Il analysait les faits, mais aussi les réactions de ceux qui l'entouraient. Morgane, en particulier, continuait de susciter son attention. Il se souvenait de la scène du matin, de ce moment où Baptiste était venu au commissariat. Ce souvenir, combiné à l'attitude actuelle de Morgane, alimentait ses soupçons. Quelque chose lui échappait encore, mais il était déterminé à le découvrir. Dans le même temps, au domicile des Kepler, la tension atteignait un nouveau seuil. Ophélie, enfermée dans sa chambre, semblait prisonnière de ses pensées. Chaque bruit, chaque mouvement dans la maison lui paraissait amplifié, comme si tout conspirait à accentuer son angoisse. Elle repensait sans cesse à ce qu'elle avait dit à Ariane, à cette vérité qu'elle avait livrée sans retenue. Sur le moment, elle avait cru faire ce qu'il fallait. Mais maintenant, elle doutait, terriblement. Vanessa, de son côté, avançait avec une maîtrise impressionnante. Elle avait déjà commencé à anticiper les conséquences possibles de la situation. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement de protéger sa fille, mais de contrôler le récit, d'éviter que la vérité ne leur échappe. Elle prit contact avec Ulysse, cherchant à s'assurer qu'il était prêt à assumer pleinement son rôle. Leur échange fut bref mais intense, chacun comprenant les enjeux sans avoir besoin de les expliciter longuement. Ulysse, de son côté, s'était plongé dans le travail avec une rigueur presque obsessionnelle. Il relisait les déclarations, analysait les contradictions, tentait de construire une ligne de défense cohérente. Mais plus il avançait, plus il se heurtait à une réalité difficile, Ophélie n'était pas une victime passive. Elle avait agi, elle avait pris des décisions, et ces décisions allaient devoir être assumées devant la justice. Dans le même temps, au Mistral, la vie continuait, mais avec une tension sous-jacente. Aya, toujours marquée par les révélations concernant son amie, avait du mal à retrouver son énergie habituelle. Elle se remémorait certains moments passés avec Ophélie, cherchant des signes qu'elle aurait pu interpréter différemment. Cette introspection la rendait silencieuse, presque distante, ce que Thomas remarqua rapidement. Il tenta de lui parler, de la rassurer, mais ses mots semblaient glisser sans vraiment atteindre leur cible. Aya était enfermée dans une culpabilité qu'elle ne parvenait pas à dépasser. Pendant ce temps, Steve et Jules se retrouvèrent une nouvelle fois face à leur décision. Le concours Mister Mistral approchait inexorablement, et l'idée d'abandonner commençait à perdre de sa certitude. Ils repensaient aux paroles de Jawad, aux encouragements de Blanche et de Charlotte. Peut-être qu'ils avaient été trop durs avec eux-mêmes, trop exigeants. Peut-être que la peur ne devait pas être une raison de renoncer. Cette réflexion, encore fragile, commençait à faire son chemin. Aucun des deux ne l'exprimait clairement, mais leur regard avait changé. Il y avait, derrière leurs doutes, une lueur nouvelle. Dans le même temps, au commissariat, les premiers résultats plus précis commencèrent à arriver. L'analyse préliminaire du corps confirmait qu'il s'agissait d'un homme,
et certains éléments laissaient penser à une mort violente. Ariane écouta attentivement ces informations, chaque détail venant nourrir sa réflexion. Elle sentait que l'affaire avançait, mais dans une direction encore incertaine. Lorsque le nom d'Hugo Basque fut évoqué une nouvelle fois, un silence s'installa. L'hypothèse, désormais, ne pouvait plus être écartée. Elle devenait même de plus en plus plausible. Mais Ariane refusa de tirer des conclusions hâtives. Elle savait que ce type d'enquête exigeait de la prudence, de la rigueur. Une erreur d'interprétation pouvait avoir des conséquences irréversibles. Dans le même temps, Idriss proposa de vérifier certains éléments liés au passé d'Hugo, à ses déplacements récents, à ses éventuels contacts. Chaque piste devait être explorée, sans exception. Ariane acquiesça, consciente que le temps jouait contre eux. Si le corps appartenait bien à Hugo, alors cela signifiait que la situation avait déjà dépassé le cadre d'une simple tentative de meurtre. Pendant ce temps, Morgane reçut une tâche qui la ramena brutalement à la réalité. Elle devait participer à certaines vérifications liées à l'enquête. Cette implication directe la força à mettre de côté ses préoccupations personnelles. Mais au fond d'elle, une peur persistait. Et si tout cela était lié? Et si le secret d'Ophélie cachait quelque chose de bien plus grave? Dans le même temps, Baptiste, enfin informé de la découverte du corps, sentit une inquiétude nouvelle l'envahir. Il ne connaissait pas tous les détails, mais il comprenait que la situation était sérieuse. Il pensa immédiatement à Morgane, à ce qu'elle pouvait ressentir, à la manière dont elle allait gérer cette pression. Cette pensée renforça son besoin de la voir, de lui parler, mais il savait que ce n'était pas le moment. Au domicile des Kepler, Ophélie, quant à elle, atteignait un point de rupture. L'accumulation des événements, la peur, la culpabilité. Tout cela devenait trop lourd à porter. Elle se leva, fit quelques pas dans la pièce, comme pour tenter d'échapper à ses propres pensées. Mais rien n'y faisait. Le passé revenait sans cesse, implacable. Dans le même temps, Vanessa observait sa fille avec une attention particulière. Elle comprenait que la situation pouvait lui échapper si Ophélie cédait à la panique. Elle s'approcha d'elle, posa une main sur son épaule, cherchant à lui transmettre une forme de contrôle. Mais derrière ce geste se cachait une exigence. Ophélie devait rester forte, coûte que coûte. Enfin, au commissariat, Ariane prit une décision. Elle ordonna que toutes les pistes soient explorées simultanément, que personne ne soit écarté sans vérification. Son regard se durcit légèrement, traduisant une détermination sans faille. Elle savait que la vérité était proche, qu'elle se cachait derrière ces éléments encore dispersés. Et dans ce moment suspendu, une certitude s'imposa à elle, cette affaire ne faisait que commencer. Dans le même temps, au commissariat, la tension atteignait un niveau presque palpable, comme si chaque information supplémentaire venait resserrer un étau invisible autour de tous les protagonistes. Ariane, debout près du tableau d'enquête, observait les éléments disposés devant elle avec une concentration extrême, cherchant à faire émerger un schéma cohérent. Les photos du corps, les premières analyses, les déclarations d'Ophélie. Tout semblait pointer dans une direction commune, mais sans jamais offrir une certitude absolue. Cette zone grise, entre intuition et preuve, était précisément ce qui rendait l'affaire si dangereuse. Idriss, de son côté, revenait avec de nouveaux éléments concernant Hugo Basque. Ses recherches confirmaient que l'homme n'avait laissé que très peu de traces récentes, comme s'il avait volontairement cherché à disparaître. Cette absence devenait en elle-même une information inquiétante. À ce moment-là, Ariane sentit une pression supplémentaire peser sur ses épaules. Si le corps découvert était bien celui d'Hugo, alors les aveux d'Ophélie prendraient une dimension bien plus grave. Ce ne serait plus une tentative, mais un crime aux conséquences irréversibles. Dans le même temps, Morgane participait aux vérifications demandées, mais son esprit restait troublé. Chaque nom, chaque dossier qu'elle manipulait lui semblait soudain lié à quelque chose de plus grand, de plus inquiétant. Elle se surprit à penser à Ophélie, à cette jeune femme qu'elle connaissait à peine mais dont le destin semblait désormais suspendu à cette enquête. Une part d'elle ressentait une forme d'empathie, malgré la gravité des faits. Pendant ce temps, Stanislas continua d'observer Morgane avec attention. Il ne disait rien, mais son regard analysait chaque réaction, chaque hésitation. Il avait l'habitude de percevoir ce que les autres tentaient de cacher. Plus il réfléchissait, plus il était convaincu que Morgane lui dissimulait quelque chose. Et même si cela n'avait aucun lien direct avec l'enquête en cours, il savait que ce type de secret pouvait devenir problématique à long terme. Dans le même temps, au domicile des Kepler, Ophélie semblait de plus en plus fragile. Le poids de ses aveux, la peur des conséquences, l'incertitude quant à l'identité du corps. Tout cela formait un mélange insoutenable.
Elle repensait à chaque détail de cette nuit, tentant de se souvenir avec précision de ce qui s'était réellement passé. Mais ces souvenirs semblaient flous, fragmentés, comme s'ils refusaient de s'assembler en une vérité claire. Vanessa, consciente de cet état, redoubla d'attention. Elle comprenait que sa fille pouvait craquer à tout moment, et que cela compromettrait tout ce qu'elle tentait de mettre en place. Elle choisit alors une approche différente, plus douce en apparence. Elle parla à Ophélie avec calme, cherchant à lui redonner confiance, à lui faire comprendre qu'elle devait rester forte, qu'elle n'était pas seule. Mais derrière ces mots se cachait une volonté de contrôle. Vanessa ne pouvait pas se permettre que la situation lui échappe, et elle ferait tout pour maintenir une forme de stabilité, même fragile. Dans le même temps, Ulysse continuait d'élaborer sa stratégie de défense. Il savait que le dossier était délicat, que chaque élément pouvait être utilisé contre eux. Il décida de se concentrer sur les zones d'ombre, sur ce qui n'était pas clairement établi. Tant que l'identité du corps n'était pas confirmée, il existait une marge de manœuvre. Mais au fond de lui, une inquiétude persistait. Et si la vérité était pire que ce qu'ils imaginaient? Pendant ce temps, au Mistral, Aya tenta de se changer les idées en se concentrant sur son travail. Mais chaque conversation, chaque bruit, semblait la ramener à Ophélie. Elle se souvenait de moments simples, de rires partagés, et cette image contrastait violemment avec celle d'une tentative de meurtre. Cette contradiction la troublait profondément. Thomas, remarquant son état, tenta une nouvelle fois de lui parler. Il évoqua la découverte du corps, sans entrer dans les détails, mais suffisamment pour lui faire comprendre la gravité de la situation. Aya sentit un frisson la parcourir. L'idée que tout cela puisse être lié devenait de plus en plus difficile à ignorer. Dans le même temps, Steve et Jules se retrouvèrent face à leur décision finale. Le moment de choisir approchait, et ils ne pouvaient plus repousser l'échéance. Ils se regardèrent un instant, en silence, puis Jules prit la parole. Il avoua qu'il ne voulait pas renoncer, malgré la peur. Steve, surpris, resta silencieux quelques secondes avant de reconnaître qu'il ressentait la même chose. Cette prise de conscience, simple mais sincère, marqua un tournant. Ils n'étaient peut-être pas prêts, mais ils étaient prêts à essayer. Et cela suffisait à changer leur perspective. Pendant ce temps, Jawad, informé de leur hésitation, accueillit leur décision avec un sourire. Il savait que ce n'était pas une victoire en soi, mais un pas important. Dans le même temps, au commissariat, les résultats complémentaires commencèrent à arriver. L'identification du corps semblait proche, et cette attente devenait presque insupportable. Ariane, concentrée, suivait chaque étape avec attention. Elle savait que ce moment serait déterminant, qu'il pourrait faire basculer l'enquête dans une direction définitive. Lorsqu'Idriss s'approcha d'elle avec de nouvelles informations, elle sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Son regard, habituellement neutre, laissait apparaître une tension inhabituelle. Il lui expliqua que certains éléments physiques correspondaient à la description d'Hugo Basque. Rien n'était encore confirmé officiellement, mais la probabilité devenait de plus en plus forte. À cet instant, un silence lourd s'installa entre eux. Ariane comprit que l'affaire venait de franchir un cap. Les aveux d'Ophélie prenaient une dimension nouvelle, plus sombre, plus irréversible. Mais malgré cela, elle refusa de céder à la précipitation. Elle ordonna de poursuivre les analyses, de confirmer chaque élément avant de tirer des conclusions définitives. Pendant ce temps, Morgane reçut cette information indirectement, à travers les échanges entre collègues. Elle sentit une angoisse monter en elle, sans vraiment comprendre pourquoi. Elle pensa à Baptiste, à leur situation, et réalisa à quel point la vie pouvait basculer rapidement. Cette prise de conscience la troubla profondément. Dans le même temps, Baptiste, de son côté, tentait de rester concentré sur ses responsabilités, mais son esprit restait ailleurs. Il pensait à Morgane, à ce qu'elle vivait, à la manière dont il pourrait la soutenir. Mais il savait aussi qu'il devait rester prudent. Leur relation, déjà fragile, pouvait être mise en danger à tout moment. Au domicile des Kepler, Ophélie, quant à elle, atteignait un point critique. L'attente devenait insupportable. Ne pas savoir si Hugo était vivant ou mort était une torture. Elle se leva brusquement, parcourut la pièce, puis s'arrêta face à la fenêtre. Le monde extérieur lui semblait lointain, presque irréel. Vanessa observa ce comportement avec attention. Elle comprit que le moment était proche, que quelque chose allait céder. Enfin, au commissariat, Ariane fixa le tableau d'enquête une dernière fois. Tous les éléments étaient là, dispersés mais présents. Et dans ce silence chargé de tension, une certitude commençait à s'imposer. La vérité était sur le point d'éclater. À ce moment-là, au commissariat,
L'atmosphère atteignit un point de tension presque insoutenable, comme si chaque respiration, chaque mouvement, risquait de faire basculer l'équilibre fragile qui s'était installé. Ariane, immobile face au tableau d'enquête, fixait les éléments accumulés avec une intensité rare, consciente que tout convergeait désormais vers une seule et même vérité. Les résultats définitifs de l'identification venaient d'arriver, et même si aucun mot n'avait encore été prononcé à voix haute, chacun dans la pièce semblait déjà comprendre ce que cela signifiait. Le silence qui s'installa n'était pas vide, mais chargé d'une gravité presque oppressante. Idriss, tenant le dossier entre ses mains, échangea un regard avec Ariane avant de lui transmettre l'information. Les indices, les correspondances physiques, les éléments médico-légaux, tout indiquait que le corps retrouvé appartenait très probablement à Hugo Basque. À cet instant précis, Ariane sentit une vague de tension parcourir son corps. Elle resta pourtant parfaitement maîtrisée, consciente que son rôle exigeait une lucidité totale. Mais au fond d'elle, une certitude s'imposait désormais, l'affaire venait de basculer définitivement. Dans le même temps, Morgane, présente non loin, perçut immédiatement le changement d'atmosphère. Sans entendre les détails, elle comprit que quelque chose de grave venait d'être confirmé. Son regard se posa instinctivement sur Ariane, cherchant une réponse qu'elle n'osait pas formuler. Une inquiétude sourde s'installa en elle, mêlée à une sensation étrange d'impuissance. Elle repensa à tout ce qui s'était passé dans la journée, à cette accumulation d'événements qui, désormais, prenait un sens plus sombre. Pendant ce temps, Stanislas observa la scène avec attention. Il n'avait pas besoin de mots pour comprendre que l'enquête venait de franchir un cap décisif. Mais son esprit, toujours analytique, continuait d'explorer d'autres pistes, d'autres angles. Son regard se tourna brièvement vers Morgane, comme s'il cherchait à relier les fils invisibles qui semblaient entourer cette affaire. Quelque chose lui échappait encore, mais il était convaincu que les réponses viendraient avec le temps. Dans le même temps, Ariane reprit la parole, donnant des instructions précises. Il fallait confirmer officiellement l'identité, informer les équipes, préparer les prochaines étapes. Chaque décision devait être prise rapidement, mais sans précipitation. Elle savait que cette confirmation allait avoir des conséquences immédiates, notamment pour Ophélie. Ses aveux, jusqu'ici considérés comme une tentative, prenaient désormais une dimension bien plus lourde. Pendant ce temps, au domicile des Kepler, l'attente devenait insupportable. Ophélie, incapable de rester en place, faisait les 100 pas dans sa chambre, comme si le mouvement pouvait apaiser l'angoisse qui la rongeait. Chaque seconde lui semblait interminable. Elle oscillait entre l'espoir et la peur, entre l'idée qu'Hugo pouvait être en vie et celle, beaucoup plus sombre, qu'il ne l'était plus. Vanessa, toujours maîtresse d'elle-même en apparence, observait sa fille avec une attention constante. Elle savait que le moment décisif approchait, que la vérité allait bientôt s'imposer. Lorsqu'elle reçut enfin l'information, elle ne laissa rien paraître. Son visage resta impassible, presque froid. Mais dans son regard, une détermination nouvelle apparut. Elle comprit immédiatement ce que cela impliquait. Si Hugo était mort, alors la situation devenait critique. Il ne s'agissait plus de défendre une erreur, mais de faire face à une accusation potentiellement irréversible. Dans le même temps, Ophélie sentit le changement avant même d'entendre les mots. Le silence de Vanessa, son regard, cette manière de ne rien dire. Tout cela suffisait à lui faire comprendre que quelque chose venait de se briser. Lorsqu'elle réalisa la réalité, un vertige la saisit. Ses jambes semblèrent céder sous elle, et elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. La peur qu'elle avait tenté de contenir toute la journée éclata soudainement. Elle revit la scène, cette nuit, ce moment où tout avait basculé. Mais dans ses souvenirs, Hugo était encore vivant, inconscient peut-être, mais vivant. Alors comment en était-on arrivé là? Cette question, sans réponse, devint une obsession immédiate. Elle tenta de se souvenir, de reconstruire les événements, mais ses pensées restaient confuses, fragmentées. Vanessa s'approcha d'elle, posa une main ferme sur son épaule. Ce geste, à la fois rassurant et autoritaire, avait pour but de la maintenir ancrée dans la réalité. Il n'était plus temps de céder à la panique. Dans le même temps, Ulysse, informé à son tour, comprit l'ampleur du défi qui l'attendait. Son rôle de défenseur prenait une dimension nouvelle, bien plus complexe, bien plus risquée. Il savait que chaque mot, chaque stratégie, chaque décision allait désormais être scrutée avec une attention extrême. Et malgré sa détermination, une part de lui doutait encore. Pendant ce temps, au Mistral, Aya apprit la nouvelle avec un choc profond. Elle resta silencieuse quelques secondes, incapable de réagir immédiatement. L'image d'Ophélie, celle qu'elle connaissait, se superposait difficilement à cette réalité. Thomas, présent à ses côtés, tenta de lui apporter un soutien discret. Mais lui-même était encore marqué par la découverte du corps,
par cette image qui ne cessait de revenir hanter son esprit. Gabriel, quant à lui, analysait la situation avec recul, mais sans pouvoir ignorer l'impact émotionnel que tout cela avait sur leur entourage. Il savait que cette affaire allait laisser des traces. Dans le même temps, Steve et Jules, absorbés par leurs propres décisions, finirent par apprendre la nouvelle. Ce choc, inattendu, leur rappela brutalement la fragilité de leurs préoccupations. Le concours Mister Mistral, qui leur semblait si important quelques heures plus tôt, paraissait soudain dérisoire face à la gravité de la situation. Et pourtant, cette prise de conscience renforça leur décision de ne pas renoncer. Ils comprirent que la peur ne devait pas les arrêter, que la vie devait continuer malgré tout. Cette résolution, née dans un contexte dramatique, avait une force particulière. Au commissariat, Ariane observa une dernière fois l'ensemble des éléments. Tout était désormais en place, chaque pièce du puzzle commençait à trouver sa place. Mais elle savait que l'enquête ne faisait que commencer. Identifier la victime n'était qu'une étape. Il restait à comprendre ce qui s'était réellement passé, à établir les responsabilités. Son regard se fit plus déterminé. Elle était prête à aller jusqu'au bout, à faire éclater la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Dans le même temps, la nuit enveloppait Marseille d'un silence trompeur. Derrière les lumières encore allumées, chacun tentait de faire face à ce qui venait de se produire. Et dans cette obscurité, une certitude s'imposait désormais à tous, rien ne serait plus jamais comme avant.